coucou, c'est Persidon. Alors, petite intro rapido sur une vidéo un peu particulière qui va faire des petits, j'espère. L'idée, c'est vraiment d'aller voir des producteurs nouvellement installés ou déjà installés, aller vraiment dans le technique avec eux, c'est intéressant. Et surtout, c'est des producteurs qui ont une philosophie assez particulière, qui conçoivent le cidre d'une manière très qualitative et intéressante, et souvent très très proche du nature, voire totalement du nature. Voilà, donc l'idée c'est de rencontrer les producteurs, d'avoir une petite thématique dans ces vidéos et techniques également. Donc là aujourd'hui c'est Margot de la maison Thau en Vendée qui nous accueille, que je remercie énormément, et on va être sur une thématique très arboriculture avec, de toute façon on va voir sa cuverie, etc. Donc je vous dis à tout de suite. Donc bonjour, je m'appelle Margot Tourette. On est ici en Vendée, sur la commune de Foussé-Perret, au-dessus de Fontenay-le-Comte, dans le bocage vendéen. J'ai récupéré en fait un verger en janvier 2022 qui historiquement en fait faisait de la production de pommes et de poires de consommation à couteau. Donc par exemple la Royal Gala qu'on connaît, la Belchar ou la poire William ou Conférence. Et moi, mon pari, c'était de me dire qu'avec ces fruits qui sont normalement destinés à la consommation, on peut en faire du cidre et du poiré. Et également, moi, ce que je souhaite, c'est apporter une dimension, on va dire, gastronomique pour proposer en fait des accords mets cidre, mets poiré. Donc ça a été le pari. Donc là, on est donc à mon local. Donc c'est un local de transformation, de stockage agricole, de stockage tout court. Donc là, j'ai reçu mes bouteilles pour la mise en bouteille des jus 2023. Là, on a mon bolide que j'aime trop et mon deuxième bolide qui est... ça, c'est super important. C'est ça qui est mon Fenwick, mon char élévateur. Et là, comme j'expliquais à Arnaud, mon ampoule a claqué. Donc là, on est sur une jolie lampe de chantier pour arriver dans ma chambre froide. Chambre froide où je stocke en fait mes fruits lors de la récolte. Et quand tout est récolté, les fruits en fait vont dans ce genre de palox. Donc la chambre froide est entre 1 et 2 degrés, et dès qu'il est le temps en fait de faire le pressage, on vide les palox, on met en place les cuves. Et moi je vais au pressoir de Foussé-Perret. C'est un super pressoir qui appartient à une association de jus. Ils ont un pressoir à bande extraordinaire avec un beau taux d'extraction. Et en fait j'ai un copain, Romain, à chaque année on va presser. Il vient avec sa remorque à forage, on fout les palox dessus, on va presser, on ramène ici dans les cuves qu'on voit là-haut. C'est des cuves de 1000 litres, donc moi ça me permet de faire le transport. Et ensuite avec ma pompe, je les mets dans mes petites cuves en fibre de verre. J'aime bien travailler moi avec ces cuves-là parce que économiquement déjà c'est intéressant. Et surtout en fait en termes de manutention, ça reste relativement léger. Donc c'est vraiment hyper pratique pour pouvoir travailler. Donc là on est sur mes cuvées 2023, donc c'est ma deuxième année. L'année dernière j'avais beaucoup moins de cuves parce que j'ai eu moins de récoltes, d'où l'alternance du verger qui consiste à avoir les pommes donnent des fruits l'année sur deux, donc 7 tonnes en 2022, 18 tonnes en 2023, donc là j'ai davantage de jus, ou en tout cas de futurs cidres et futurs poirés. Donc moi l'objectif c'est de partir du principe qu'un cidrier il va accompagner, comme je te disais tout à l'heure, c'est de se dire que les fermentations elles vont prendre une direction et essayer d'accompagner au maximum, parce qu'en soi les cuves elles décident de ce qu'elles font toutes seules. Donc pour moi le travail du cidrier c'est vraiment d'accompagner et de la prise de décision. À partir du moment où on décide que l'aromatique est intéressante, on peut avoir de très belles choses. Voilà. Et c'est une cuve, une cuvée? Pas forcément. Pas forcément. Peut-être qu'il y aura des assemblages. Ça dépend vraiment, encore une fois, de ce que ça va donner en cuve. En 2022, j'ai pas fait d'assemblage parce que j'avais très peu de jus au final. Donc j'ai juste accompagné. Donc par exemple, j'ai fait un cidre extra brut. En plus, pour une première année, je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant par rapport à la prise de mousse naturelle. La frayeur du cidrier, c'est que ça pète, évidemment, ou qu'il y ait du gerbage. Donc en partant sur un extra brut, on a beaucoup moins de sucre résiduel, donc on prend moins de risques au niveau de la fermentation. Et aussi en 2022, donc j'ai eu 2 poirées, un poiré tranquille qui a été une belle surprise, avec une filtration qui a été un peu plus vigoureuse, donc ça donne presque un vin de poire. Enfin, je peux pas le dire, je suis pas vigneronne, donc on va dire poiré tranquille. Donc je vais donner cette direction-là. Il n'y a pas eu d'assemblage parce que il n'y avait pas assez de quantité. Puis surtout en fait de lui-même, il avait un côté assez floral, très fleur blanche, avec un côté beurré en bouche qui était hyper agréable. Donc je me suis dit on va vraiment le laisser comme ça.
Et mon dernier poiré, il y a eu un cuvage partiel en barrique de cognac de 8 à 10 ans d'âge. Donc je dis cuvage partiel parce qu'à la base, je voulais faire un vieillissement. Sauf que mes points de densité sont partis en une semaine, quoi. Donc j'étais à 1025, je suis arrivée à 1020, je pensais que ça allait prendre un mois, que j'allais être tranquille. Au bout d'une semaine, c'était bon, mais ce qui était bien, c'est que le poiré, c'était vraiment teinté la barrique de cognac. Et si ce poiré-là, j'ai décidé de le mettre dans la barrique de cognac, c'est qu'il avait déjà une belle rondeur. Donc je me suis dit vraiment, la barrique de cognac, elle allait vraiment apporter cette longueur qui manquait. Parce que la fermentation, c'était assez explosif, mais ça restait pas en bouche. Et le fait de l'avoir passé dans la barrique de cognac, on est vraiment allé chercher cette longueur et la rétro-olfaction qu'on a. Dès qu'on a avalé, ça reste dans le nez, ça reste vraiment dans le fond de la gorge et ça permet en fait d'apprécier vraiment toute l'aromatique sur la fin. Donc cette année, potentiellement des assemblages en fonction. Mais là, cette année, j'ai toutes mes variétés. Sur les 17, j'ai les 17. L'année dernière, j'en avais que 7 pour mon extra brut. Là, j'ai les 17. Donc ça va être assez intéressant. Après, là, on est sur des variétés qui sont assez acides. Donc il y a Pâte de Loup, j'ai Clochard. Donc c'est des variétés que je ne connais pas parce que je les ai vraiment récoltées en 2023. Et là, on va être sur des belles acidités. Donc là, je me rends compte qu'en fermentation, c'est beaucoup plus lent. En plus, il fait assez froid ici, c'est assez bien isolé, donc ça garde bien la fraîcheur, donc c'est assez lent. Donc cette année, je ne sais pas nécessairement ce que ça va donner, mais en fonction des différents résultats, il y aura décision ou pas d'assemblage. Mais l'objectif, c'est d'avoir des micro-cuvées assez originales. Et à la différence du monde du vin, je me dis que chaque année sera différente. Peut-être qu'il y aura une suite à une cuvée. Donc là, par exemple, ma cuvée Cagliacciu, qui est mon poiré tranquille, là pour ma cuvée 2023, il y aura peut-être cette continuité-là. Ça va vraiment en fonction de ce que je vais goûter. Est-ce que ça va être le numéro 2? Je ne sais pas, parce qu'en fait, à la différence de la viticulture, c'est que nous, on n'a pas de cépage, c'est-à-dire que les variétés, déjà qu'elles sont alternantes, on ne les a pas d'une année sur deux, donc on va forcément avoir des choses différentes dans la cuve. Donc l'objectif, c'est de me dire que oui, s'il y a une direction qui reprend ce que j'avais en 2022, pourquoi pas effectivement faire une suite, ou si j'ai quelque chose de complètement différent, recréer une cuvée, et dans ces cas-là, proposer des choses nouvelles et différentes chaque année par rapport à ce qu'on a dans le verger. Sur le verger, j'ai 17 variétés de pommes et 5 variétés de poires, donc c'est des pommes de table, pommes de consommation. Et j'ai la chance d'avoir récupéré un verger où il y a des variétés qui sont assez rustiques. Pâte de Loup, Clochard, après on a tout ce qui va être Reine des Rainettes, Tentation, Fuji, Deljuga, Jubilé, Juliette, Gold Rush, Boscop, enfin vraiment il y en a vraiment pas mal. Et en fait ça me permet d'avoir une panelle aromatique extraordinaire, quoi. Et alors moi j'ai aussi un verger qui est assez alternant. L'alternance, le pommier donne des fruits une année sur deux. Et moi, pour te donner un ordre d'idée, en 2022 j'ai récolté 7 tonnes de fruits, là en 2023 18 tonnes. Donc en fait moi l'objectif c'est de venir de corriger cette alternance avec la taille et l'éclaircissage. Donc ça prend quelques années pour arriver à un tonnage plus régulier, parce que forcément économiquement ça a un impact. Et c'est pour ça que j'ai commencé par une petite année, heureusement, et ça m'a permis de voir en fait le tonnage minimal que je pourrais avoir, et derrière en fait bâtir tout mon plan économique, et surtout ça me donne un positionnement. C'est-à-dire que je fais peu de bouteilles, j'essaye, en tout cas je fais au mieux de faire de la qualité, donc on va être sur des prix de vente qui vont être un peu plus élevés, avec un positionnement, c'est peut-être un peu pompeux, mais haut de gamme, entre guillemets, pour, coller finalement à ce que peut me donner le verger tous les ans, quoi. Donc ça, j'ai taillé ça cette année. Donc ça, c'est une variété, c'est la variété Tentation. Donc là, tu vois, on commence à avoir, ça débourre tout doucement. Donc là, sur les pommes, on est en stade phénologique, on est toujours plus tardif par rapport aux poires. Les poires débourrent plus tôt, parce que moi, les poires, je les récolte au mois d'août. Et là, les pommes, on va commencer sur fin août et on va finir sur fin octobre, début novembre, en fonction si j'ai toutes les variétés ou pas. Et donc là, cette année, c'est là où j'ai vraiment le plus taillé. Donc là, j'ai taillé en particulier Tentation, Fuji. Donc là, en fait, tu vas voir, plus tu vas arriver dans les rangs, et tu vas voir là où j'ai bien bossé, on va dire. Là, tu vois, c'était un peu plus léger. Là, on est sur la variété Deljuga. Et là, Fuji, de toute façon, tu vois, le port des arbres est complètement différent. Là, j'y ai pas touché cette année. Cette année, ça, c'est Pâte de Loup, j'y ai pas touché. Avec Racine Rouge, j'y ai pas touché. Pour plusieurs raisons, c'est que j'avais plus d'impératifs sur d'autres variétés comme Elstar et surtout Gala. Alors Gala, on va en reparler, parce que Gala, en profite du verger, elle est assez importante. C'est pour ça que tu as des rangs où tu vas avoir peu de branches. Et là, je ne suis pas forcément intervenue. Et là, on va arriver vraiment sur... voilà. Et là, il y a eu un peu plus de taf. Ouais. Il y a eu un peu plus de taf.
Et là, l'objectif pour moi, en fait, c'était vraiment donc, entre Reine des Rainettes, où est-ce que j'ai taillé aussi? Ouais, Gala, beaucoup. Et là, je suis venu en fait taper dans la branche. Parce qu'en fait, ce verger, il n'avait pas été entre guillemets entretenu pendant 2-3 ans. Donc on a des branches qui commencent à se croiser. Donc c'est problématique parce que ça favorise l'arrivée du chancre. Et le chancre, on n'aime pas ça. Donc il y a vraiment eu une coupe sanitaire et en même temps essayer de redonner une redirection aux arbres. Parce qu'en fonction des variétés, on a différents ports. On peut avoir un port basitone, donc avec des branches qui vont vers le bas. On peut avoir des grands gourmands qui vont pousser. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment de redonner une forme, on va dire, idéale à l'arbre avec des branches qui vont être beaucoup plus aérées, laisser passer le soleil. Et en fonction du soleil, parce que là, le soleil, en toute la journée, il part de là. Et ça se voit finalement parce que ici j'ai beaucoup plus de fruits que derrière parce que c'est plus ombragé. Donc en fait en fonction du terrain, en plus moi j'ai de la chance, j'ai un terrain qui est en coteau. C'est trop top. Et je suis entourée de la Vendée, donc là je sais pas si tu la vois, on va peut-être pas très bien la voir. C'est le barrage Albert. Donc en fait l'eau elle est nivelée tout au long de l'année. Et là il a beaucoup plu cet hiver. Et donc là il était blindé, c'était incroyable, donc ils ont dû ouvrir le barrage pour... Mais le fait d'avoir de l'eau, d'être en coteau, ça rappelle un peu tout ce qui est les vergers primaires au Kazakhstan, parce que la pomme vient du Kazakhstan, c'est grâce aux ours qu'on mange des super pommes. Et donc on a vraiment ce côté en coteau, en pente, et le fait d'avoir de l'eau tout autour, moi j'ai très peu de gel. Donc finalement l'environnement est déjà de base, j'ai la chance d'avoir récupéré un super verger. Et en plus de ça avec des variétés qu'on connaît de moins en moins, qui sont hyper rustiques, et avec un panel aromatique hyper large et avec encore plein d'individus. Là j'ai eu un peu mal au bras. Et là tu vois par exemple, là ça c'est la variété faute de loup. Donc en fait ce rang là tu vois il n'a pas été entretenu pendant longtemps et moi je suis un peu petite. Donc là clairement tu vois les premiers fruits ils sont même pas à hauteur pour moi. Donc là malheureusement c'est un rang, je vais devoir m'en séparer d'ici quelques temps. Ou en tout cas essayer de raboter au maximum, mais là on n'aura plus de fruits à partir de 1,80 m. C'est mort, et avec mes petits bras ça va être un petit peu compliqué. Là c'est une variété que j'ai pas taillée cette année, c'est la variété clochard. Donc c'est une variété qui est assez rustique, donc moi je la connaissais pas, je l'ai connue en 2023 avec ma deuxième année de récolte. C'est une variété qui est géniale, donc le nom déjà est très drôle. Et c'est surtout une variété que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle a une jolie acidité. Et je trouve que dans la transformation, tout ce qui est panel, tout ce qui apporte de l'acidité, c'est assez intéressant. Donc là, tu vois, je l'avais taillée l'année dernière. Donc elle fait des petits gourmands. Donc voilà. Moi, vu que je travaille toute seule, en fait, je peux pas tailler, je peux pas tout faire. Donc faut faire des choix. Donc j'essaye en fait de tourner la taille une année sur deux. Donc c'est pour ça, il fallait absolument que je fasse les poiriers cette année. Finalement, les poiriers, je vais les faire sur juin, en même temps que l'éclaircissage. Et puis on va faire une petite taille en verre pour relancer la fructification. Mais là, ça a bien donné, je pense, cette année les poiriers. Donc voilà, donc tu vois, donc là c'est Gala là. Ouais. Gala, elle a une particularité, et pour ça qu'il y a plein de petites branches par terre. Gala, elle fait des toutes petites branches. Donc elle fait plein de petits cheveux, donc là j'ai taillé. Donc moi il a fallu en fait vraiment dégrossir tout ça. Parce que le problème de Gala, c'est que tu vois, en 2023 j'ai fait sa récolte. L'enfer. Vu que j'avais pas taillé depuis 2 ans, c'est la première fois que je l'ai taillé, on avait des tout petits fruits. Hyper dur en plus à récupérer parce que vu que c'est des fruits, des pommes de table, tu les récoltes dans l'arbre. Et donc là en fait tu tournais, elle venait jamais. Donc ça m'a pris un temps fou pour récolter des petites pommes. Mais aromatiquement intéressant, mais en termes de travail, il faut aussi trouver cet équilibre-là. À se dire, ok, on a peut-être des petits fruits, ils sont très bons, mais en temps de récolte, c'est super long. Puis on est un peu fatigué aussi. Donc Gala, là le travail c'était vraiment de aérer au maximum et redonner une direction aux branches pour qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus logique et surtout qu'il y ait cette aération et que la lumière puisse pénétrer par tous les aspects de l'arbre. Donc c'était un petit peu l'objectif. Et en début de chaque rang, tu vas toujours avoir une... là tu vois ça c'est Gala et hop tu repars sur clochard derrière. Toujours dans un souci de fertilisation en fait. Tout à fait. Parce que tu le sais sûrement, mais du coup le pommier n'est pas auto-fertile. Donc du coup on est obligé d'avoir des variétés différentes, c'est-à-dire qu'ils vont être à la floraison au même moment pour que le vent et les abeilles fassent leur travail et qu'on puisse avoir des jolis fruits. Donc, et aussi dans la plantation d'un verger, on va essayer de ne pas avoir les mêmes variétés au même moment. C'est pour ça qu'on n'a pas envie que tout arrive en même temps, donc on va avoir des variétés précoces et des variétés tardives. Et pour donner un ordre d'idée, la récolte, en tout cas pour moi, c'est 3 mois quoi. Donc ça commence en août, ça finit en octobre. Et l'objectif c'est vraiment de
de répartir les récoltes sur ces 3 mois-là. Donc là c'est une variété clochard, donc ça c'est une variété que j'aime beaucoup, donc elle est avec Gala, donc forcément elles sont en floraison en même temps. Donc tu as vu entre Tentation et là clochard, là on est sur un stade phénologique beaucoup plus précoce. Donc là on n'a même pas de débourrement, on a rien. Donc puis voilà. Après tu as des petits arbres morts, des choses comme ça. C'est là où j'ai pas mal taillé. Là le plus gros taf tu vas voir c'est là-bas. C'est je l'appelle le verger parallèle parce qu'il est parallèle à la route. Ouais. Là les moutons sont passés donc tu les as loupés. Mais du coup ça reste 3 mois. Ouais. Et moi l'objectif d'avoir des moutons, donc ils restent généralement pendant l'hiver. L'objectif c'est qu'ils pâturent, ils s'occupent de l'enherbement, ils fassent leur déjection. Donc forcément ça va alimenter le sol, les micro-organismes, ça va favoriser les mycorhizes. Parce que moi l'objectif c'est pas de travailler le sol, c'est de le nourrir en fait. Donc c'est pour ça, quand mon technicien il voit ça, il a envie de hurler. Mais faut que je passe avec ma débroussailleuse quoi. Ouais. Parce que j'ai pas envie de mettre des produits, je suis en conversion bio, hein, donc l'enherbement en bio c'est un sujet. Parce que j'ai des frênes, j'ai des ronces qui poussent et forcément ça fait concurrence à l'arbre. Donc pour la taille, pour le calibre des fruits, ça a forcément un impact. Donc voilà, moi l'objectif c'est de gérer l'enherbement avec, en passant vraiment sur l'arbre. Après ma chance c'est que c'est un verger qui a plus de 30 ans, en tout cas les pommiers ont plus de 30 ans, donc le système racinaire est davantage développé. Donc ça me permet d'avoir cette espèce de jeu où je peux me dire ok on peut laisser un peu de frêne, on peut laisser toutes sortes de choses que ça va... Voilà, l'arbre il est quand même déjà bien ancré, donc même si mon calibre n'est pas impressionnant, c'est vrai, au moins les fruits sont quand même de bonne qualité. Et là c'est le gros taf que j'ai fait là. Donc là je sais pas si tu vois, ça c'est du surgreffage. Ça c'est du surgreffage, ça veut dire qu'à un moment donné, donc il y a quelques années, donc il y a une vingtaine d'années, même c'est ça il y a 20-30 ans, donc il y a eu un porte-greffe, donc il y a eu un sion, ça a poussé. Généralement pour avoir les premiers fruits sur un fruitier il faut attendre 5 ans. Donc surtout dès qu'on plante le fruitier pendant 5 ans, tiens il y a un rentemplant qui arrive. Dès qu'on plante en fait les 5 premières années on ne touche pas. On taille pas, on fait absolument rien. S'il y a des fruits qui commencent à apparaître, c'est super, mais il faut les faire tomber parce que l'objectif les 5 premières années de vie d'un arbre, c'est qu'il développe son système racinaire. C'est vraiment essentiel. Donc là c'est ce qui s'est passé, sauf que pour une raison X ou Y, je sais pas pourquoi, peut-être que la variété plaisait plus, peut-être que commercialement c'était moins intéressant, donc on a décapité, donc là c'est tout un rang. Donc je sais pas quelle était la variété avant. En tout cas en porte-greffe, c'est des porte-greffes assez nanifiants. Donc je ne veux pas dire de bêtises, mais pour les porte-greffes nanifiants, je pense qu'on est peut-être sur du cognacier. Donc ça c'est vraiment à vérifier comme information. Et en fait il y a du surgreffage, c'est-à-dire qu'on a pris 2 rameaux d'une variété qui plaisait bien, là en l'occurrence Gala. Et donc on a fait du greffage, donc on a mis les 2 rameaux qui sont devenus des très belles branches. Et ça a permis en fait commercialement d'avoir une nouvelle variété sans arracher l'arbre. Et surtout c'est intéressant parce que le surgreffage, au lieu d'attendre 5 ans comme si on plantait un nouvel arbre, finalement au bout de 2 ans on a déjà une production. Donc économiquement c'est beaucoup plus intéressant. Et j'ai même là-bas un poirier où sur le même tronc j'ai 2 variétés différentes quoi. Donc après ça c'est un peu de l'apprenti sorcier, mais c'est rigolo d'avoir de la conférence et puis de la rose sweet. Et donc ça c'est ma variété Gala. Gala qui a été un peu chose à tailler parce que voilà Gala on a beaucoup de petites branches comme ça. Donc ça pour le coup c'est très chiant parce que ça fait du petit fruit. Et le problème de ce genre de branche c'est que pour prendre le soleil, parce que là on est à nu, donc c'est pas mal. Le problème c'est qu'il faut se projeter au printemps, en été avec un gros feuillage beaucoup plus dense. Et ce genre de petites branches en fait finalement ça prend pas le soleil. Donc c'est pour ça. L'objectif en fait c'est vraiment d'avoir cette structure un peu en colimaçon. Donc là sur du surgreffage c'est un peu plus compliqué parce que normalement on a juste un axe, là on part sur 2 axes. Mais vraiment avoir ce côté colimaçon avec les branches finalement pour avoir cette aération et également au niveau du soleil qu'on est sûr que tous les fruits puissent avoir le soleil minimum pour pouvoir se développer. Là c'est intéressant, je peux tu vois ça c'est un chancre. Donc il est peut-être un peu haut, mais ça c'est évidemment le type de maladie qu'on va éviter. Donc le chancre en fait il vient manger l'écorce et il attaque le cambium qui est la moelle épinière en fait de la branche. Donc
là, pourquoi je l'ai laissé celui-là? Parce que dans la taille, en fait, un arboriculteur, une taille. De toute façon, il y a des gens qui verront ça, ils vont crier au sacrilège. Mais en fait, il faut regarder la branche en tant que telle, à se dire, vu qu'on veut avoir cet effet colimaçon, finalement, on va peut-être laisser des branches qui vont pouvoir amener du fruit pendant une année. Comme ça va permettre aux autres branches de pouvoir se développer. Et peut-être plus tard, celle-là, je la retirerai. Et entre-temps, peut-être le chancre, va pouvoir se réparer. Donc voilà, c'est le fait de travailler avec le vivant, c'est toujours un peu le hasard, quoi. Donc voilà, et c'est vraiment d'avoir cette belle taille en colimaçon, aération, du soleil, et parfois voilà, laisser des branches, même si c'est pas les plus saines, dans un souci de faire de la production de fruits en fait. Donc c'est toujours le challenge. Donc voilà, donc là c'est jusqu'au bout là. Donc là on a deux variétés, là c'est Gala et Jaune à Gold. Donc vraiment là il y a beaucoup de branches par terre. Pourquoi? Parce que vu que le verger n'a pas été taillé pendant peut-être 2-3 ans, le problème c'est que les branches commençaient vraiment à se croiser et du coup il y avait un frottement et le frottement c'est ce qui permet de favoriser le chancre, donc ça on veut pas, donc on va éviter au maximum qu'il y ait ce type de frottement, quoi. Et là ce que tu vois qui pendouille, que je vais retirer au printemps, ça c'est une bande de confusion sexuelle parce que dans le verger on a un ravageur qu'on n'aime pas trop, c'est le Carpocaps. Quand on est à l'école, c'est quand on est tout petit, on nous montre une pomme avec un ver dedans, c'est le ver du Carpocaps. Donc c'est un lépidoptère, donc c'est un petit insecte en fait qui se reproduit, donc il y a plusieurs vols dans l'année et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de vols chaque année parce qu'avec le dérèglement climatique, ils sont davantage présents. Donc avant il y avait peut-être 2 vols à l'année, là on commence à arriver à 3 vols à l'année. Ouais. Et en fait cette bande de confusion sexuelle elle est bourrée de phéromones. Et quand c'est le moment de la reproduction, en fait, les phéromones sont dans les airs. Donc les Carpocaps mâles, ils cherchent les Carpocaps femelles, donc ils les trouvent pas parce qu'il y a tellement de phéromones, ils ont la tête qui tourne un peu. Et l'objectif, c'est que ils se loupent. Donc voilà, on a ce genre de bande de confusion sexuelle qui évite la reproduction et qui permet en fait de ne pas avoir de Carpocaps. Parce que la larve en soi, le lépidoptère en lui-même, il fait pas de mal, mais c'est sa larve qui adore rentrer dans les fruits, qui vit sa meilleure vie dans le fruit parce qu'il est à l'abri, il mange et tout, et puis dès qu'il est prêt, il s'envole. Et le problème c'est que ça fait pourrir le fruit de l'intérieur, donc quand on l'ouvre c'est noir, et en fait on peut facilement analyser on va dire un fruit où il y a du Carpocaps dedans parce qu'il y a un trou et il y a de la chure, en fait c'est ses rejets, donc c'est un peu un espèce de miella un peu orange qui est très collant. Donc quand on voit ça, généralement, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit sa meilleure vie dans le fruit, donc c'est le Carpocaps. Donc l'objectif, c'est vraiment d'éviter cette reproduction pour éviter de t'abîmer le fruit. Après, l'avantage quand on transforme, c'est que même si un Carpocaps, on peut quand même envoyer le fruit en transformation. Derrière, ça va être broyé, il va y avoir le pressage. Après, dépendamment de l'état sanitaire, c'est là où on va décider s'il y a un intrant ou pas. Donc là, moi par exemple, mes poires cette année, alors c'était intéressant parce qu'en 2022 j'ai récolté mes poires en août et j'ai pu les presser en novembre sans problème parce qu'en fait moi j'ai une chambre froide, donc la maturation continue en chambre froide. Là en 2023 il a énormément plu en juin et juillet, j'ai récolté en août et là à partir d'octobre les poires elles commençaient à flétrir en chambre froide alors qu'on est à 1-2 degrés quand même. Et là au pressoir, c'était un peu l'enfer. J'avais un peu honte parce que je suis au pressoir du village, donc là j'étais là avec toutes mes poires commençaient à se déliter. C'était un peu l'enfer. Bon, ça faisait un bon sauvignon, on peut dire ça comme ça, un peu une pourriture noble. Mais là pour le coup sanitairement, j'ai pas voulu prendre de risques, donc j'ai fait ce qu'on appelle une clarification haute. J'ai rajouté des enzymes pectinases, ça crée des chaînes de protéines, ça tombe au fond de la cuve et donc ça permet après un sous-tirage de vraiment clarifier, débourber. Le mot le plus joli c'est clarification haute, c'est beaucoup plus commercial et ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas d'altération et qu'il n'y ait pas un problème quand les fermentations seront lancées, quoi. Parce que la peur du cidrier c'est le framboisé, c'est la brette aussi comme les vignerons. Donc voilà, l'état sanitaire du fruit a une importance capitale et aussi finalement tout le travail qu'on va faire sur la taille, sur les traitements. Moi j'essaye de faire un maximum de traitements moi-même, donc des macérations, des décoctions, des tisanes. Donc ça peut paraître un peu léger, mais l'objectif c'est vraiment de favoriser un milieu qui soit bon pour les micro-organismes. Par exemple dans le verger on a tout ce qui est puceron cendré, puceron lanigère. Donc moi j'ai un peu de puceron mais j'ai beaucoup de coccinelles. Parce que l'objectif pour moi c'est de favoriser finalement mon environnement pour qu'il y ait un maximum d'auxiliaires et que tout se fasse de manière naturelle, quoi, qui est de la prédation. Donc il me faut un peu de puceron pour avoir mes coccinelles et finalement avoir un milieu, on va dire, qui entre guillemets s'autorégule. Même si dans un milieu qui à la base c'est un verger intensif, hein. Moi l'objectif c'est d'aller vers de l'extensif.
avoir moins de production, moins de rendement, mais avoir des fruits quali qui ont subi très peu de traitement et aussi derrière en charge de travail, parce qu'à faire 18 tonnes, ça fait un peu les bras. Donc voilà, c'est toujours un équilibre en fait finalement entre tout ça. Donc, voilà. Donc là, voilà, après ça reste exactement la même chose. Là, on a vraiment... C'est bien parce qu'on peut vraiment voir l'étendue du travail. On se dit, c'est bon, là je suis passée. Ça, c'est chouette. Donc c'est ça qui est aussi assez satisfaisant, c'est de se dire, bon là je taille, mais le résultat est très vite concret. Ce que je peux comprendre dans ce genre de métier, parfois ce qui peut être frustrant, et c'est quand j'ai commencé en 2022, en janvier à tailler, pour se projeter 18 mois plus tard pour dire je vais avoir ma première bouteille, parfois c'est un peu long, ils sont un petit peu seuls à se dire en plus vu que moi je suis sur des fruits de table, est-ce que les fermentations vont partir? Je sais pas, est-ce qu'on a la Saccharomyces, la fameuse levure qui va dégrader le sucre en alcool? Peut-être. Donc il faut vraiment se projeter. Donc c'est pour ça là, le fait de voir la taille c'est quand même assez concret parce qu'on voit voilà, tout ce qu'il y a à terre. Donc ça permet de se dire ok, on a fait vraiment quelque chose. Et là toutes les branches que tu vois là, je vais les broyer. Donc je vais passer avec mon broyeur à marteau et en fait je vais directement broyer sur place. Donc ça va faire des tout petits copeaux qui vont rester là. Et voilà, ça va nourrir le sol. Donc vraiment on donne à la terre, on redonne à la terre tout ce qui lui appartient. Donc les branches. Donc voilà, après ça va être exactement la même chose. Donc, de la taille. Mais je suis contente parce que là tu vois, là on peut voir les coupes. Et là il y avait vraiment, tu vois, là ça se croisait ici. Ça c'est toujours un peu, tu vois. Donc là en fait là j'ai dû, alors qu'il avait été accroché il y a quelques années, mais moi j'ai pris le parti de me dire, non, là on va vraiment essayer d'aérer au maximum et on va faire des coupes. Et pareil, la taille c'est un vrai sujet aussi quoi. On taille pas, paraît-il, faut pas tailler dans la branche sur les pommiers, mais sur certaines variétés oui. En fait, je pense que c'est empirique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure des années, tu vas voir comment tes arbres réagissent en fait. Donc il y a vraiment qu'en taillant tous les ans, tu te dis tiens, l'année dernière j'avais taillé un peu strict, un peu sévère, là c'est bien reparti, là je fais du bois, là c'est plus des branches fruitières. Donc faut faire des formations, il n'y a pas de secret, mais un arboriculteur, une taille quoi. Voilà, je pense que c'est un peu dans ce genre de métier-là, globalement, c'est assez personnel finalement, c'est très subjectif et voilà. Je pense qu'il faut donner une ligne directrice et puis et voir en fait au fur et à mesure des années.